Les similitudes entre le dit continent arctique et le corps humain sont nombreuses et loin d'être hasardeuses. C'est pas non plus hasardeux qu'on ne soit pas libre de visiter l'Antarctique, tout comme l'Arctique. Les voir et donc les comprendre permettrait aux humains de saisir plus facilement les connaissances cachées intentionnellement concernant les capacités les plus fondamentales et les plus subtiles de notre entièreté profonde. Je vais dans cette vidéo vous parler des descriptions et des points en commun qu'il y a entre le continent arctique et le corps humain, en particulier le cerveau, notre cerveau. Les descriptions qui sont faites de l'Hyperborée, ou pôle Nord, par les anciennes civilisations, par certains scientifiques, écrits historiques anciens, dits mythologiques, et par certains curieux, chercheurs de vérité, regroupent souvent les termes suivants. On parle d'un vortex central, d'un tourbillon, d'un rocher noir, Black Rock, d'un arbre géant immense, d'une montagne centrale, d'une fontaine, d'un trou, ou de 4 rivières ou courants marins, associés à 4 terres bien distinctes. Ce coin serait appelé Mont Meru, Agartha, Avalon, Rupes Nigra, Hyperborée et Shambhala. Dans la Bible, on l'appelle le Jardin d'Éden. On dit qu'à l'intérieur du Mont Meru, la montagne magnétique noire sous la lumière stationnaire de l'étoile polaire Polaris, se trouve Vergelmir, le nombril du monde. Toutes les 6 heures, le grand tourbillon inverse sa direction, alternant entre l'aspiration et l'expulsion des océans, créant ainsi leur courant et leur marée. La Terre posséderait une fontaine de plasma à son pôle nord, et les humains posséderaient une autre à l'emplacement de leur chakra coronal. Cette fontaine de plasma est la fontanelle du crâne, aussi appelée la petite fontaine ou l'ouverture de Brahman. Cette fontanelle est très molle chez le nourrisson. On dit que le trou de Brahman est la demeure de l'âme humaine. Dans la culture hindoue toujours, on dit que la fontanelle serait l'orifice de la tête par lequel l'âme s'échappe au moment de la mort. L'âme est aussi appelée prana ou souffle vital respirant. Le 7e chakra nommé coronal ou couronne est situé au niveau du sommet de la tête. Il est en totale connexion avec le cerveau et tout le système nerveux. On dit de lui qu'il est au cœur de notre conscience. Le chakra coronal est celui qui fait la connexion avec l'univers et le monde de l'au-delà. Il est connu que le 7e chakra symbolise l'harmonie. Le rôle de ce 7e chakra est d'harmoniser et d'unifier toutes les activités spirituelles. Le but étant d'arriver à un sentiment constant d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre comme si on était cette personne. On attribue à cette énergie vitale la couleur violette, blanche, et le symbole d'un lotus à 1000 pétales. Le 7e chakra est l'une des principales entrées d'énergie. Dans le mysticisme chrétien primitif, la fontanelle ou petite fontaine était connue sous le nom de Tura Lessus, la porte de Jésus. Physiologiquement, il s'agit d'une petite ouverture au sommet du crâne. La fontaine située à l'intérieur du mont Meru est aussi appelée le vortex central, ou le nombril du monde, ou le tourbillon. On l'appelle également Vergelmir, comme vu précédemment. Dans l'hindouisme, on appelle Rishi les humains sages et saints, sous-entendu de corps et d'esprit. Ces rishis observent un cycle pendant lequel une huile sacrée est remplacée 4 fois par jour, et ça toutes les 6 heures. Cette description se retrouve dans le vortex central du mont Meru en Arctique. On a vu précédemment que ce grand vortex ou tourbillon changeait de direction toutes les 6 heures, en alternant entre l'aspiration et l'expulsion des océans du monde entier, et créant ainsi les courants et leurs marées. On dit qu'au milieu des 4 pays d'Hyperborée se trouve un tourbillon dans lequel se déversent 4 mers aspirantes qui divisent le pôle Nord. L'eau se précipite dans la terre, comme si on la versait à travers un entonnoir filtrant. On va parler maintenant du mont Meru, qui serait une montagne alignée avec l'étoile polaire, stationnaire, celle autour de laquelle tout graviterait. On retrouve cette étoile d'ailleurs chez les francs-maçons, entre autres, cette étoile flamboyante. Cette montagne, Mont Meru ou Black Rock, se trouverait au milieu de la mer et elle serait noire, brillante, rien n'y pousserait. Il n'y aurait aucune terre dessus, aucune végétation, rien. Dans le sanskrit, la langue classique de l'Inde, Smeru est un mot qui peut désigner la graisse, l'huile ou encore la moelle épinière. Ce terme est utilisé dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne.
Donc cette fameuse Smeru du mont Meru au pôle Nord est comparable avec la fontanelle ou petite fontaine de la physiologie humaine cérébrale. Cette huile sacrée noire, Smeru, ou sécrétion interne aux humains, est comparable à celle qui se retrouve dans le fonctionnement du grand tourbillon du vortex central au centre de l'Arctique. Sans hasard, dans l'hindouisme toujours, la moelle épinière humaine est connue sous le nom de Meru-danda. La substance noire et la moelle épinière font toutes les deux partie du système nerveux central. La moelle épinière est une plaque tournante pour le liquide céphalorachidien. Elle contient la substance blanche et la substance grise. La substance grise a pour rôle d'intégrer les informations. Elle contient peu de graisse. Quant à elle, la substance blanche a un rôle de câblage. C'est une autoroute des informations. Celle-ci est très grasse car elle est composée de myéline. La gaine de myéline protège l'axone contre les lésions mécaniques et certaines agressions chimiques. La myéline agit comme une gaine autour d'un fil électrique. Elle empêche les fuites du signal électrique, donc des informations. La moelle épinière humaine est connue sous le nom de Meru-danda chez les hindous. Les neurones ne se trouvent pas uniquement dans le cerveau. On les trouve dans les nerfs et dans toute la moelle épinière Meru-danda. Meru-danda, le mont Meru, Smeru, vous comprenez la corrélation. L'huile externe Smeru au mont Meru est la fontaine de plasma terrestre. L'huile interne Smeru est en corrélation avec le liquide céphalorachidien. On a donc d'un côté ce rocher noir, Black Rock, appelé aussi Rupes nigra, au centre de l'Arctique, qui aurait des propriétés magnétiques. Comme vous le savez tous, toutes les boussoles pointent et se dirigent vers un pôle nord magnétique. Saviez-vous qu'il y a une zone dans le cerveau qui contient de la magnétite, une zone qui est l'os ethmoïde? La magnétite, comme son nom l'indique, est magnétique. Elle réagit aux divers signaux électromagnétiques des 4 voies dopamine neuronales, ce qui influence directement et de soi le cerveau et le corps entier. On abordera le sujet des 4 voies de dopamine, ou dites dopaminergiques, un peu plus tard. Tout comme le vortex central magnétique de la Terre a un effet de tourbillon sur les astres, les étoiles, la Lune, le Soleil, on peut imaginer que ce vortex macroscopique a un effet sur notre alchimie intérieure microscopique. Vénus, la fleur de lotus, est associée à la magnétite, donc à la fertilité, à la création, au féminin sacré, attractif, donc magnétique. Le nom grec phosphore pour la planète Vénus signifie porteur de lumière. D'un point de vue biblique, l'étoile de Vénus est connue sous le nom de Lucifer, qui est simplement la traduction de phosphore, phosphorus. Tout comme le terme Lucifer, le pentagramme formé par le cycle rotatif en 8 ans de Vénus a été lui aussi diabolisé. Le pentagramme est avant tout lié à la géométrie sacrée. Il symbolise le féminin sacré et donc la création, donc l'union du principe mâle et du principe femelle. Pointé en haut, c'est la suprématie de l'esprit sur la matière, la bienfaisance. Pointé vers le bas, le pentagramme renversé ou satanique est l'emblème de la destruction et du diable, lorsqu'il est accompagné d'une tête de bouc, Baphomet. Il n'y aurait pas de vie organique sans Vénus. Revenons au cerveau humain. On retrouve également une région dans le cerveau humain nommée substantia nigra, qui sécrète une substance de couleur noire foncée appelée neuromélanine. Certaines théories proposent et accordent un rôle de conducteur énergétique à cette neuromélanine. Elle permettrait d'améliorer la circulation de l'énergie Kundalini le long de la colonne vertébrale, via la moelle épinière, jusqu'au dernier chakra, la couronne. 4 rivières ou courants marins sont associés à 4 terres bien distinctes, comme vous pouvez le voir sur la carte de l'Hyperborée. Ce seraient des courants qui auraient eux aussi des propriétés magnétiques. Des recherches ont mis en avant le fait que la neuromélanine aurait des capacités qui permettraient d'évacuer certains métaux nocifs, lourds et toxiques de notre cerveau. Capacités donc magnétiques, comme les 4 courants ou fluides traversant les 4 terres d'Hyperborée. La neuromélanine, dont on parlait juste avant, est associée à la dopamine et donc au bien-être. La dopamine est un neurotransmetteur impliqué dans le contrôle de l'humeur, de la motivation, de la régulation des mouvements, mais également dans l'amour,
le plaisir sexuel, disons de façon générale du bien-être. Tout comme l'hyperborée est traversée par 4 courants rivières, le cerveau humain possède 4 voies de dopamine situées près de quoi? Près de cette substance noire qui sécrète la neuromélanine. Cette fameuse substance noire aux propriétés magnétiques et détoxifiantes des métaux lourds et nocifs du cerveau. Ces 4 voies de dopamine correspondent à 4 courants directionnels du liquide céphalorachidien. Ces 4 voies sont des structures physiques bien visibles au microscope qui partent toutes de la région locale de substantia nigra. Elles sont toutes connectées et ou ont un lien avec la moelle épinière, donc au liquide céphalorachidien. Ce circuit qui protège le cerveau, la moelle épinière, mais qui a surtout un rôle dans le transport et l'apport de différents éléments nutritifs, protecteurs, nettoyants, à tous les organes du corps humain, sang, glandes endocrines, nettoyage du cerveau, du sang, des neurones, du système lymphatique, du système nerveux et autres. La dopamine, en principe, est présente uniquement dans le cerveau, mais dans le cas de maladies dégénératives, d'expériences ou d'injections expérimentales, on la retrouve hors circuit dans le liquide céphalorachidien. Ces 4 voies ont un rôle dans les 4 différents types de récompenses leur étant associés. Ça fait déjà pas mal de descriptions et similitudes entre le cerveau et le continent arctique. 4 os du crâne qui s'emboîtent parfaitement pour former la fontanelle. L'histoire de la création de la Bible présente également 4 rivières, ce qui est associé à des théories qui assimilent l'Éden, le jardin d'Éden, à des terres cachées au pôle Nord. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait et formait 4 sources. En conclusion, l'exploration des parallèles entre le pôle Nord et le corps révèle des caractéristiques interconnectées. Le tourbillon ou vortex central en Arctique est similaire à la circulation du liquide céphalorachidien du corps humain et a un rôle dans le cycle de la Kundalini. La roche noire établit des parallèles entre la montagne magnétique terrestre et la neuromélanine du cerveau, agissant comme conducteur de l'énergie de la Kundalini et des informations électromagnétiques dans le cerveau et dans la moelle épinière. La neuromélanine a cette capacité incroyable à convertir la lumière en énergie. Elle le fait en divisant les molécules d'eau en différentes parties. Quand la molécule d'eau H2O rencontre la neuromélanine, elle va être divisée et donner naissance à un gaz, l'hydrogène, le dihydrogène. Ce gaz traverse tout le système nerveux central de notre corps et il est le principal véhicule de transport de l'énergie non seulement à l'échelle microscopique, par exemple dans les cellules de notre corps humain, mais également à l'échelle macroscopique de l'univers. Micro et macro, infiniment petit et infiniment grand, vivent et avancent de façon interconnectée et synchronisée. J'ai finalement voulu revenir sur cette notion des 4 courants rivières qui traversent notre cerveau en ayant comme départ une région du cerveau proche de la fameuse substance noire qui sécrète la neuromélanine aux propriétés magnétiques et détoxifiantes des métaux lourds du cerveau, entre autres. Cette substance est officiellement méconnue. On imagine que certains en ont la connaissance et se gardent bien de la partager au milieu médical et au monde entier. Classique. Cette neuromélanine noire, qu'on pourrait qualifier de fontaine de jouvence neuronale, est étroitement liée à la dopamine, cette substance du bien-être de façon générale. On a vu précédemment que la dopamine était impliquée dans le contrôle de l'humeur, de la motivation, de la régulation des mouvements, mais également dans l'amour, le plaisir sexuel, mais pas que. La neuromélanine et la dopamine sont étroitement liées, à la fois chimiquement et fonctionnellement. La neuromélanine se retrouve principalement dans une zone du cerveau appelée tronc cérébral. C'est un faisceau de tissu nerveux qui relie le cerveau et le cervelet à la moelle épinière. On a donc 4 grandes voies, courants ou rivières dopaminergiques. Si les neurones de la voie nigrostriée se retrouvent ailleurs que dans leur voie, cela provoque une dégénérescence neuronale de la substance noire. La neuromélanine est alors libérée dans le tissu environnant. On a alors une perte de neuromélanine dans la voie associée. Ça peut déclencher diverses inflammations, par exemple potentiellement une maladie comme Parkinson. Sans surprise, la voie nigrostriée est celle qui assure le contrôle moteur et l'exécution du mouvement. On a 3 autres voies dopaminergiques.
la voie mésolimbique, qui elle est liée à la motivation, la récompense, le plaisir et les addictions. La voie mésocorticale, qui a des fonctions liées à l'attente, aux humeurs, aux activités mentales, qui mettent en jeu la perception, l'attention, le langage, la mémoire, le raisonnement ou encore la prise de décision. Dans la quatrième et dernière des quatre voies, la dopamine n'active rien. On parle ici de la voie tubéro-infundibulaire. C'est une voie particulière. Elle régule et inhibe la sécrétion de prolactine. Et la prolactine, c'est quoi? On a vu que dans les trois voies précédentes, la dopamine jouait un rôle plutôt émotionnel, direct, et de plaisir, de motivation, de récompense et de bien-être. La prolactine, chez la femme, est responsable de la montée laiteuse après l'accouchement. Dans cette quatrième voie, après l'accouchement, le niveau de dopamine diminue localement et c'est à ce moment-là que le niveau de prolactine augmente. Le bien-être dépend davantage de l'équilibre dopamine-prolactine que d'un effet direct de la dopamine inhibitrice dans cette quatrième voie. C'est pas vraiment une voie de plaisir. Le bien-être féminin est donc, on va dire, indirectement favorisé par l'inhibition de prolactine. Dans cette quatrième voie, la dopamine joue plutôt un rôle d'hormone régulatrice. La sécrétion de lait est donc rendue possible non pas par absence totale de dopamine, mais par un frein relâché ponctuellement. Chez l'homme comme chez la femme, cette balance dopamine-prolactine dans la voie tubéro-infundibulaire participe à l'équilibre de la libido et des fonctions sexuelles, entre autres. Ces quatre voies de dopamine sont neuronales. Elles fonctionnent à l'intérieur du cerveau via les échanges et les transmissions synaptiques des neurones. Dans le monde invisible, on dit que l'énergie vitale est plus subtile que l'oxygène. Dans le monde visible, l'énergie vitale se manifeste sous forme de fluide sexuel. Tout est question d'équilibre.